Dans la tradition shintoïste, le misogi est un rituel de purification par l'eau froide. Au pied des cascades sacrées de Shirayama-hime ou près du temple Kiyomizu-dera, les pratiquants se purifient d'abord, chantent, font vibrer leur corps, comme un acte de séparation avec le monde ordinaire. Puis vient l'immersion, le choc thermique qui dissout les automatismes, qui fait vaciller l'ego au fond d'une eau glacée. À ce moment précis, quand le corps hurle et que l'ego se tait, on rencontre enfin qui on est vraiment. Toutes les identités s'effacent, il ne reste que l'essentiel. Puis l'immersion, serein, différent, renouvelé. Le rituel suit cette architecture sacrée en 3 temps. La séparation, la dissolution et la renaissance. Mais dans le Shinto, ces mots ne sont pas gravés, ils sont vécus. Brutalement, simplement, initiatiquement. Et nous, en Occident, notre misogi moderne, c'est les vacances. Ce moment où nos cascades d'obligations s'arrêtent brutalement, où nous nous séparons de nos rôles, où nous plongeons dans l'inconnu de nous-mêmes à découvrir des territoires intérieurs oubliés. Mais contrairement aux Japonais, nous n'avons jamais appris l'art de la 3e phase, l'art de renaître consciemment. Alors nous restons suspendus entre 2 mondes comme des morts-vivants de l'identité, ni ici ni là-bas, portant en nous cette violence douce qui n'a pas de nous. Cette violence, c'est le prix de notre oubli, l'oubli que nous sommes des êtres de transformation et pas de répétition. Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Edgar Allan Poe écrivait « Tout ce que nous voyons ou semblons voir n'est qu'un rêve dans un rêve. » Mais que se passe-t-il quand on se réveille brutalement de notre rêve estival ? Quand septembre nous arrache à nos vacances comme un réveil qui explose à 6h du matin après 3 mois de grasse mat ? Il paraîtrait qu'il y a entre 27 et 65% des vacanciers qui ressentent cette violence douce. Violence douce, c'est un terme que j'emprunte à Pierre Bourdieu pour décrire cette souffrance qu'on n'ose pas nommer. Cette mélancolie qui s'installe comme un brouillard dans les premières heures de septembre, transformant nos souvenirs dorés d'été en fantômes accusateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer la maison hantée de tes identités multiples, cette demeure intérieure où tu vis 11 mois dans 2 pièces éclairées au néon, bureau et épuisement, avant de découvrir pendant les vacances que ta maison a en fait 15 autres pièces, 15 territoires secrets de qui tu pourrais être. Alors, qui es-tu vraiment entre juillet et septembre ? Et surtout, dans laquelle de ces pièces veux-tu vraiment vivre ? Respire avec moi un instant. Inspire, comme si tu sentais encore l'air salé de tes dernières vacances. Tu sais, c'est cette odeur de liberté qui colle encore à tes vêtements, qui colle encore à tes souvenirs. Inspire là-dedans. Et puis expire. Expire avec cette sensation étrange d'être piégé entre 2 vies. Ressens cette mélancolie qui remonte, cette nostalgie qui n'a pas de nom. Elle a quelque chose à te dire. Elle connaît un secret sur toi que tu refuses d'entendre. Et maintenant écoute, car quelqu'un frappe à la porte d'une pièce condamnée de ta maison intérieure. L'éveil douloureux, quand ton cerveau refuse la réintégration. Commençons par explorer le rez-de-chaussée de cette maison hantée, là où se joue le drame neurobiologique du retour. Je vais te parler de Sarah, 34 ans, cadre supérieur. Évidemment, c'est toujours pas une vraie Sarah. 3e jour de vacances en Grèce, elle m'envoie un petit message depuis Mykonos, complètement paniquée. Je ne sais plus qui je suis. Sans mes réunions, mes deadlines, mes costumes, je me regarde dans le miroir de l'hôtel et je ne reconnais personne. Et c'est complètement terrifiant. J'ai l'impression d'être une étrangère dans mon propre corps.
Parce que ce que Sarah découvre, c'est que sa maison identitaire a été condamnée. Pendant des années, elle n'a vécu que dans 2 pièces. Sarah la performante et Sarah l'épuisée. Elle avait oublié l'existence de 13 autres de ces pièces. Marcus Reichl, découvreur du Default Mode Network, ce réseau neuronal de l'errance mentale, nous éclaire sur cette terreur. Pendant tes vacances, ce mode par défaut neuronal s'épanouit. Il tisse des souvenirs, il te projette tes futurs possibles, et il te reconnecte aux pièces oubliées de ta maison intérieure. Mais septembre impose alors une transition brutale vers les réseaux exécutifs, ceux de la performance, du contrôle, de l'adaptation sociale. Et que font ces réseaux ? Eh bien là, ils rallument les néons blafards des 2 pièces familières et condamnent à nouveau tous les autres. Résultat, un conflit neuronal dont l'écho se manifeste par l'anxiété et la désorientation. C'est littéralement ton cerveau qui se rebelle contre le retour en prison. Et toi, à ton avis, combien de pièces de ta maison intérieure as-tu redécouvertes cet été ? Cette pièce où vit ton âme d'artiste, celle où réside ton besoin de nature, cette autre où dort ton enfant intérieur qui rit aux éclats. Et tu connais cette sensation, n'est-ce pas ? Cette impression d'être revenu dans une vie trop étroite pour toi. Cette claustrophobie existentielle qui te prend à la gorge en remettant ton costume du lundi matin. Parce que là, oui, c'est ton architecture intérieure qui crie « Je suis bien plus vaste que ces 2 pièces !» L'addiction à l'agitation. Quand les 2 pièces deviennent une drogue. Mais remontons maintenant au premier étage de cette maison hantée. Car il y a quelque chose de plus pervers encore que d'oublier nos autres pièces. C'est de devenir dépendant à ces 2 seules pièces. L'industrie du développement personnel nous vend le work-life balance comme un idéal à atteindre. C'était censé nous libérer. Sauf que maintenant, ça nous culpabilise juste d'être des êtres humains qui ont besoin de se définir par autre chose que leur productivité. Tu n'arrives pas à équilibrer ta vie ? Ah, tu dois avoir un problème d'organisation personnelle. Imagine, tu découvres 15 pièces magnifiques dans ta maison intérieure, 15 façons d'être toi-même, 15 sources de joie. Mais la société te dit « C'est très joli, mais il faut être réaliste, 2 pièces suffisent, bureau et épuisement, point. » Bref, on te vend l'équilibre tout en t'interdisant l'épanouissement. Anna Lembke, dans Dopamine Nation en 2021, explique quelque chose de glaçant. L'hyperactivité professionnelle crée une addiction neurochimique. Ton cerveau, quand il est habitué au pic constant de dopamine, aux emails, aux notifications, aux validations sociales et aux urgences artificielles, il va paniquer littéralement dans le vide des vacances. Parce que ces 2 pièces, le bureau et l'épuisement, tout ça, ça devient ta came, ton addiction. C'est pourquoi 30 à 40% des cadres consultent leurs emails en vacances. C'est pas forcément qu'ils sont accros au travail, c'est qu'ils sont en manque de leur dealer légal. L'agitation. Dans cette maison de ton identité, ces 2 pièces éclairées au néon deviennent progressivement les seules que tu reconnaisses comme chez toi. Et du coup, les autres te font un peu peur. Elles sont trop calmes, elles sont trop vraies, elles sont trop vivantes. Et pose-toi cette question. De quoi as-tu vraiment peur quand le silence s'installe dans ces autres pièces ? Qu'est-ce que cette agitation constante t'empêche d'entendre ? Car il y a peut-être une petite voix qui murmure au fond de toi. Une petite voix qui murmure que tu n'es peut-être pas fait pour vivre dans seulement 2 pièces. Le réveil du locataire fantôme. Jung et la persona éclatée. Montons au 2e étage de cette maison, là où se cachent nos identités authentiques, comme des locataires fantômes qu'on avait cru disparus. Prenons l'exemple de Marc, 41 ans, banquier d'affaires parisien, 15 ans de carrière, salaire à 6 chiffres, appartement dans le 16e. Il a le parcours parfait sur LinkedIn. Un homme qui avait appris à vivre exclusivement dans 2 pièces, Marc l'efficace et Marc l'épuisé. En vacances au Portugal, quelque chose d'étrange lui arrive. Il force la porte d'une pièce oubliée de sa maison intérieure. Et qu'y a-t-il derrière ? Un atelier d'artiste. Il découvre qu'il adore cuisiner, il adore peindre, échanger 3 mots de portugais avec les vendeurs du marché. Et pour la première fois depuis des années, il perd la notion du temps. Il oublie ses emails, il rit aux éclats avec des inconnus qui ne parlent même pas sa langue. Et au retour, costume cravate dans le RER, il nous dira qu'il a l'impression d'être un étranger dans sa propre maison. Il se demandera, mais qui était ce type si heureux qui peignait à Porto ? Et qui est maintenant cet automate qui porte ses costumes 10 mois par an ? Carl Jung appelait ça l'effondrement du persona,
Ce masque social qu'on porte si longtemps qu'on finit par croire que c'est notre visage. Dans L'homme à ses symboles, en 1964, il explique que cette confrontation avec nos parts cachées est nécessaire, mais traumatisante. Donald Winnicott parlait du vrai self versus le faux self. Mark avait vécu depuis des années avec un faux self adaptatif, conçu pour survivre dans un environnement hostile à sa nature profonde. Le vrai self, lui, il collectionne les aquarelles portugaises, il rit avec les marchands, il a le temps, il existe, il habite toutes ces autres pièces. Et dans cette maison hantée de son identité, Mark avait enfin forcé la pièce condamnée depuis l'adolescence, celle que ses parents avaient murée quand ils lui ont dit « Arrête de rêver, il faut être réaliste ». Et derrière cette porte, il y a son atelier secret. Ses vrais goûts, ses élans authentiques, recouverts de poussière, mais vivants, terriblement et dangereusement vivants. Et pose-toi cette question. Quelle pièce de ta maison intérieure s'est entr'ouverte pendant tes dernières vacances ? Quel locataire fantôme as-tu redécouvert avec joie et peut-être un peu de terreur ? La Vision Quest urbaine, quand septembre devient un rite de passage raté. Avant de descendre à la cave de cette maison, là où se terre la vraie violence du retour, faisons un détour par le grenier, là où nos ancêtres ont stocké leur sagesse sur les passages. Dans les traditions amérindiennes, la Vision Quest, la quête de vision, marque le passage vers l'âge adulte. L'adolescent part seul dans la nature. Il jeûne, il prie, il attend qu'une vision lui révèle son vrai nom, sa mission, qui il est vraiment, au-delà des rôles sociaux. Cette initiation suit exactement la même architecture que le misogi japonais. Il y a la séparation, qui veut dire quitter la tribu, la dissolution, qui équivaut au jeûne et à la solitude, et la renaissance, similaire au retour avec une vision. Notre société a bien gardé la première phrase. Nous nous séparons effectivement de nos rôles pendant les vacances. Nous jeûnons de nos identités professionnelles. Nous errons dans des territoires inconnus de nous-mêmes. Mais nous avons perdu les deux phases cruciales, l'art de recevoir la vision et surtout l'art de revenir transformé. C'est un peu comme si tu découvrais 15 pièces magnifiques dans ta maison, mais qu'au lieu d'apprendre à circuler librement entre elles, on t'obligeait à en condamner 13 pour, soi-disant, retrouver tes marques. Stephen Porges, créateur de la théorie polyvagale, nous révèle pourquoi cette amputation est traumatisante. Ton système nerveux, habitué à la richesse et à la variété, se cabre contre cette réduction forcée. Et c'est littéralement ton corps qui refuse de réintégrer cette prison, comme si tes cellules avaient gardé la mémoire de ta maison complète et protesté contre le retour aux deux pièces. Des études publiées entre 2022 et 2023 révèlent une tempête physiologique mesurable au retour de vacances. On remarque une élévation du cortisol de 40%, c'est l'hormone du stress, une perturbation du sommeil chez 60% des vacanciers et des tensions cardiovasculaires détectables pendant plusieurs semaines. Ton corps sait que tu es fait pour plus qu'un deux pièces. Et vient alors cette question. Et si cette déprime de rentrée n'était pas un dysfonctionnement, mais un signal d'alarme, un message de ton système nerveux qui dit « Attention, on rétrécit dangereusement ». Dans la cave, la question interdite est la pulsion de liberté. Descendons maintenant dans la cave de cette maison hantée, là où se tapissent nos pensées les plus interdites. Et si on ne revenait pas ? Et si on ne revenait pas ? Cette pensée traverse l'esprit de plus de 70% des Français selon une étude IFOP de 2023. Et cette pensée, on la chasse aussitôt, comme une pensée criminelle. On la relègue dans la cave de notre maison intérieure avec les autres pensées inacceptables. Mais pourquoi cette terreur ? Pourquoi cette idée nous fait-elle paniquer comme si on venait de concevoir un meurtre ? Pierre Bourdieu parlait de violence symbolique, cette domination si intériorisée qu'elle nous semble naturelle, voire désirable. Le retour de vacances révèle cette violence dans toute sa brutalité. Nous acceptons de détruire notre bien-être pour maintenir un système qui nous broie méthodiquement. Freud appelait ça la pulsion de mort. Non pas l'envie de mourir et de se jeter par la fenêtre, mais le désir inconscient de détruire ce qui nous emprisonne. Viktor Frankl, survivant des camps, écrivait dans Découvrir un sens à sa vie que la vraie liberté commence quand on accepte de tout perdre. Tout perdre pour tout gagner. Herman Melville crée Bartleby le scribe. Face aux ordres de son patron,
ce personnage mystérieux répond simplement, attention le massacre, I would prefer not to. Je préférerais ne pas le faire. Pas de colère, pas de révolution, pas de manifeste. Juste une préférence pour autre chose, pour une maison plus vaste peut-être. Dans cette cave de ta maison identitaire, tu découvres enfin la dernière porte, celle que tu n'osais même pas regarder. Parce que derrière, c'est la sortie, c'est l'échappée, c'est la possibilité d'une vie dans toutes les pièces et pas seulement deux. Le problème, c'est que sortir, c'est abandonner tout ce que tu as construit. Le salaire, le statut, la sécurité et la reconnaissance familiale. Tous ces hochets brillants qu'on t'a appris à désirer plus que ton propre épanouissement. Alors, tu restes là, la main sur la poignée, la main entre deux mondes, entre la prison connue et la liberté terrifiante, entre la survie garantie dans 2 pièces et la vie incertaine dans 15. Et toi, combien de fois as-tu eu cette pensée interdite en vacances? Cette petite voix qui dit « Et si je ne revenais pas? Et si je quittais tout? Et si je vivais enfin dans toute ma maison intérieure ?» Combien de fois, toi, tu as senti cette pulsion de liberté avant de la censurer, avant de la renvoyer à la cave avec les autres folies? L'art de circuler. Navigation entre conformité et authenticité. Il est temps maintenant de remonter de cette cave, car il existe un autre étage dans cette maison, celui de la sagesse pratique. James C. Scott, anthropologue à Yale, étudie ce qu'il appelle les arts de ne pas être gouvernés. Ces stratégies subtiles de résistance quotidienne que développent les opprimés à travers l'histoire. Et si je te disais que tes retards post-vacances, ta procrastination mystérieuse, ton maintien obstiné de certaines habitudes estivales ne sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des actes de résistance infrapolitique. Ouais, tout ça. Ton corps refuse la réintégration totale. Ton âme négocie en secret avec le système. Tu essaies inconsciemment de préserver l'accès à tes autres pièces. Le FBI Behavioral Science Unit identifie 3 profils face à ce dilemme architectural. Premier profil, les conformistes. Eux, ils condamnent définitivement 13 pièces de leur maison intérieure. Ils s'adaptent totalement au système, ils respectent tous les codes. Ils finissent aussi en burn-out à 45 ans et se demandent où leur vraie vie a disparu. Deuxième profil, les rebelles. Ils détruisent spectaculairement les 2 pièces imposées. Ils claquent la porte, ils larguent tout du jour au lendemain. Ils vivent souvent de manière précaire, mais authentique. Certains s'épanouissent, d'autres sombrent complètement. Et enfin, troisième profil, les navigateurs. Ils apprennent l'art de circuler discrètement entre les pièces. Ils préservent des îlots d'authenticité dans l'océan de la conformité. Ils négocient en permanence entre survie et intégrité. Byung-Chul Han, philosophe coréen-allemand, diagnostique notre mal-être contemporain. Pour lui, nous sommes devenus des entrepreneurs de nous-mêmes, pratiquant une auto-exploitation la plus totale que toute domination externe. Cette violence est d'autant plus perverse qu'elle nous fait croire que nous sommes libres. Parce que oui, soi-disant, tu peux devenir ce que tu veux, il suffit de t'optimiser. Le problème là-dedans, c'est que même nos vacances deviennent anxiogènes. Est-ce que j'ai assez profité? Est-ce que j'ai été suffisamment productif dans ma détente? Est-ce que mon repos était vraiment optimal? Non mais sérieux. Et moi c'est pareil, hein. Je te parle d'authenticité tout en portant mon masque de thérapeute sage qui a pseudo tout compris. Et mes conseils de liberté et mes solutions miraculeuses, eh bien je les facture aussi. L'ironie, c'est que même notre quête d'authenticité peut devenir un rôle. Moi, dans ma maison intérieure, j'ai aussi une pièce, Maïva la thérapeute inspirante, hein. Donc bref, est-ce qu'on est foutu? Carl Rogers parlait de congruence. Congruence qui veut dire alignement magique entre qui on est et comment on vit. Mais peut-on vraiment être congruent dans un système qui nous demande sans cesse d'être interchangeable? Question. Peut-être que la vraie congruence, c'est d'accepter d'être architecte de sa propre maison intérieure, d'apprendre à circuler consciemment entre ces différentes pièces au lieu de les subir. Parce que oui, tu peux être à la fois le banquier parisien et l'artiste portugais. La question peut-être n'est pas vraiment de choisir, mais plutôt de trouver ton propre art de naviguer entre ces identités sans les trahir. Je vais maintenant te donner 2 outils concrets pour devenir l'architecte conscient de ta maison intérieure. Premier exercice, l'inventaire des 15 pièces. L'idée là, c'est que tu prennes une grande feuille et que tu dessines le plan de ta maison identitaire.
Alors, tu peux commencer par les 2 pièces que tu habites 11 mois par an. Par exemple, ça peut être le mois au travail, le mois fatigué, ou bref, ce que tu veux et ce qui te ressemble surtout. Puis, essaye de te forcer à identifier 13 autres pièces. Cherche dans tes souvenirs d'enfance, dans tes rêves secrets, dans tes aspirations cachées, tes talents enterrés, tes passions refoulées, bref, partout ailleurs. Pose-toi la question. Qui serais-tu si tu vivais près de l'océan? Qui serais-tu si tu avais le temps? Tu ferais quoi? Si l'argent n'était pas un problème? Si tu n'avais peur de rien? Si tu pouvais recommencer à zéro? Et chaque pièce mérite un nom précis. Par exemple, là c'est le moi artiste, là il y a le moi aventurier, ça c'est le moi sage, ça c'est le moi rebelle, le moi contemplatif, etc. Et puis pose-toi cette question cruciale. Laquelle de ces pièces peux-tu entrouvrir dès demain, même un tout petit peu, même juste une petite heure par semaine? Car ça, c'est ton premier acte d'architecture consciente. Deuxième exercice, le passeport intérieur. Viktor Frankl dans Les Camps se demandait « Pourquoi ?» et non pas pourquoi, mais pour quelle raison accepterais-je de souffrir? Et c'est cette question-là qui l'a maintenu vivant. Alors moi je te repose cette question version architecturale. Si tu apprenais que tu as exactement 1 an à vivre en parfaite santé, dans quelle pièce de ta maison intérieure est-ce que tu voudrais passer ce temps? Prends le temps vraiment d'y réfléchir. Si tu apprenais que tu as exactement 1 an à vivre en parfaite santé, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Dans quelle pièce de ta maison voudrais-tu habiter? Et cette réponse-là, elle est hyper précieuse, alors note-la précisément. Cette réponse, c'est ton passeport intérieur. Il te dit ce qui compte vraiment, au-delà des peurs sociales et financières. Il révèle quelle est ton architecture idéale. Et maintenant, regarde ton quotidien actuel. Dans quelle proportion habites-tu ces pièces essentielles? Est-ce que c'est 0%, 5%, 10%? Et l'idée, c'est pas de tout révolutionner dès demain. C'est juste de commencer par négocier 1% de plus, puis 2. Et ça, c'est déjà révolutionnaire dans un monde qui veut t'enfermer dans un 2 pièces. Dans la mythologie celtique irlandaise, il existe une déesse fascinante, Brigid. Elle ne gouverne ni l'été ni l'hiver, ni le jour ni la nuit. Elle, Brigid, elle règne sur les seuils, sur ces espaces sacrés entre 2 mondes. Brigid enseigne une sagesse que notre époque a oubliée. Nous sommes tous des êtres de seuil. Notre souffrance vient de vouloir être quelqu'un de fixe, de cohérent, de prévisible. Mais nous sommes architecturaux, nous sommes fluides, nous sommes multidimensionnels. Cette identité stable qu'on nous demande d'avoir, c'est une construction sociale. C'est une prison dorée avec seulement 2 pièces autorisées. Brigid murmure une vérité libératrice. Nous ne sommes pas faits pour habiter 2 pièces. Nous sommes des maisons entières, nous sommes des palais intérieurs, des architectures vivantes en perpétuelle transformation. Dans les traditions aborigènes australiennes, le temps du rêve n'est pas le passé. C'est la dimension permanente où tout est possible simultanément. Le temps du rêve, le temps où toutes nos identités coexistent, où tous nos possibles respirent ensemble. Alors peut-être que la vraie liberté n'est pas de choisir entre nos 2 mois, le vacancier libre et le travailleur discipliné. Peut-être qu'elle consiste à accepter que nous portons en nous des archipels entiers d'identités possibles. Alors peut-être que cette violence douce du retour que tu ressens, elle te révèle quelque chose d'essentiel. Elle te dit que tu es trop vaste pour ces 2 pauvres petites pièces, que tu es trop riche pour un seul rôle ou trop profond pour une seule identité. On pourrait alors percevoir que chaque retour de vacances peut devenir un laboratoire architectural plutôt qu'une prison retrouvée. Chaque retour peut être une opportunité de circuler différemment dans ta maison intérieure après en avoir découvert les pièces, une façon de préserver cet accès à plus de pièces dans ta routine quotidienne. Dans cette circulation même réside ta liberté la plus profonde. Dans cette architecture consciente réside ta résistance la plus créative. Alors, entre juillet et septembre, qui es-tu vraiment ? Pendant les vacances, tu es cet architecte de ton propre devenir, ce navigateur de tes propres possibles, ce gardien de tes propres clés. Cette question-là, évidemment, n'attend pas de réponse parfaite. Elle n'exige même pas de révolution immédiate. Elle attend juste peut-être un peu de courage pour dessiner consciemment le plan de ta maison intérieure, celle que tu veux vraiment.
le courage d'être enfin chez toi dans toute ta vastitude. C'était Maëva, et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de notre merveilleuse, complexe et infiniment architecturale condition humaine. À bientôt.